Bonjour à tous, bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSIR pour ce mois de décembre. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, donc on vous tourne une vidéo, donc là on est le week-end juste avant la veille. Pourquoi? Parce qu'on tout simplement on n'est pas disponible, donc on vous fait ça un peu en avance. Alors pour commencer comme d'habitude, donc on commence avec un rappel du support Windows, et donc notamment la partie Workstation, donc pas de grandes nouvelles par rapport à ce qui a été dit au cours des mois précédents. Bon, toujours, vous inquiétez pas, le support étendu pour Windows 10 qui a été prolongé jusqu'en octobre 2026. Donc vous avez les premières versions de Windows 11 donc, qui sont soit plus supportées, soit en fin de vie. Et sinon, vous êtes tranquille jusqu'à fin 2026. Et pour la partie Windows Server, donc rien à signaler pour l'instant. Donc je vous mettrai ça à jour pour la rentrée, donc pour que vous puissiez avoir une roadmap sur les prochaines années. Donc concernant les failles, donc comme d'habitude on commence par le patch Tuesday donc de novembre qui a corrigé pas loin de 63 vulnérabilités, dont une vulnérabilité de type 0D. Donc la CVE 2025 62215, donc il y a une évaluation dans le noyau de Windows. C'est dû à une race condition, donc en fait une ressource partagée entre plusieurs exécutions qui vont effectuer une synchronisation incorrecte côté kernel et qui vont permettre l'élévation de privilèges en local. Donc c'est une élévation de privilèges qui est considérée comme complexe à exploiter, mais qui l'est théoriquement. Faites quand même attention, et ça affecte toutes les versions de Windows 10 1809, supérieure à la version 1809, Windows 11 et toutes les versions supérieures ou égales à Windows Server 2019. Et donc pour les points les plus critiques, on a une RCE dans Microsoft Office, on a une RCE dans Visual Studio, on a une RCE dans Windows GDI+, donc qui est l'API graphique utilisée par Windows pour les dessins en 2D, donc dans ces applications, enfin dans les applications de manière générale. On a un leak d'informations dans Nuance PowerScribe, qui est une plateforme de dictée et de reconnaissance vocale que Microsoft destine à des radiologues, et une élévation de privilèges dans Windows DirectX, qui est un ensemble d'API Windows qui permet l'accès rapide au matériel graphique et audio. Donc c'est notamment utilisé pour tout ce qui est multimédia et jeux vidéo. Donc voilà. Donc on arrive tout de suite sur les premières failles. Donc une grosse faille sur Grafana qui permettait d'être admin. Donc elle est située dans la fonctionnalité de provisioning CSIM, donc pour System for Cross-Domain Identity Management. Alors pour le coup la fonctionnalité elle est encore en public preview, donc encore peu adoptée, mais elle est bien efficace. Et notamment elle sert à provisionner et à synchroniser automatiquement les utilisateurs et leurs attributs entre un fournisseur d'identité et les applications. Et en gros, ce qui était possible de faire, c'est qu'en modifiant l'ID d'utilisateur, on pouvait tout simplement usurper l'identité de quelqu'un et devenir administrateur, par exemple. Alors, seules les versions Grafana Entreprise, donc 12.0.0 à 12.2.1 avec le CSIM, non, pardon, SCIM activé sont vulnérables. Pas de vulnérabilité sur les versions open source, et de leur côté sur Grafana Cloud, Amazon Management Grafana et Azure Management Grafana, ils ont déjà eu leur correctif. Donc voilà, donc seules vraiment les vulnérabilités. Si vous étiez sur cette version avec le SCIM activé, donc c'était un prérequis, à ce moment-là vous étiez vulnérable. Donc ensuite, on a une vulnérabilité assez critique dans Windows. Enfin, je devrais dire élevée pour respecter la notation CVSS. Donc qui est liée au fichier raccourci .lnk dans Windows. Donc ici, en fait, vous aviez la possibilité d'abuser. Donc, juste pour rappel, les fichiers LNK, c'est ce qui permet dans Windows de pointer vers un programme, un fichier ou un dossier, sans devoir dupliquer la ressource finale. Ici, vous aviez la possibilité donc, dans les champs cibles des fichiers LNK d'abuser des espaces, ce qui avait pour but en fait visuellement de repousser la commande lorsqu'on voulait du coup afficher le champ cible directement depuis les propriétés Windows. Et donc ça, c'est une faille qui était remontée par ZDI
en mars 2025. Donc Microsoft, ils ont pris en compte le rapport de ZDI et ils ont classé le sujet comme étant sans suite. Donc ils ne considéraient pas que c'était une vulnérabilité en tant que telle. Sauf que ZDI, entre-temps, ils ont remarqué qu'il y avait d'autres sujets donc, liés à cette vulnérabilité. Par exemple, le fait que dans la fenêtre propriété de Windows, en fait, le nom, le champ cible était tronqué à 260 caractères. Et les LNK autorisaient du coup une ligne de commande qui allait jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de caractères. Donc ça veut dire que si votre commande incluait 260 espaces et ensuite votre commande malveillante, ben, en fait, côté vue utilisateur, vous aviez aucun moyen de voir du coup l'entièreté de la commande et surtout la partie malveillante. Et donc ça a été un gros sujet parce que il a été identifié que pas loin de 11 groupes de pirates ont exploité cette faiblesse et l'exploitaient depuis plusieurs mois. Donc là, je vous ai mis une liste, donc Evil Corp, Bitter, APT37, APT43, Musang Panda, etc. Et donc, les deux sujets cocasses, donc c'est déjà le fait que Microsoft considère pas ça comme une vulnérabilité, alors que c'est activement exploité par des groupes de pirates. Et également le fait que Microsoft a retiré le troncage, donc les 260 caractères affichés dans la fenêtre propriété, et n'a fait référence à ce changement dans aucun de ses bulletins. Donc est-ce que c'est par sujet, par raison de fierté ou autre, je ne sais pas, mais bon, c'est pas très honnête venant de l'éditeur. Ensuite, on arrive sur deux vulnérabilités côté Fortinet. Donc là, je vous présente la première. Donc, elle a été trouvée début octobre par la société Defused, qui est une faille de type passe traversale et qui permettait à un attaquant non authentifié de créer des comptes administrateurs sur les instances FortiWeb. Donc, les patchs sont déjà disponibles, vous les avez là sous vos yeux avec le petit tableau. Les recommandations, si les patchs sont pas disponibles, sont désactiver l'accès HTTP, HTTPS aux instances de gestion exposées sur Internet. Alors on vous le redit, on le redit à chaque fois, n'exposez pas les gestions des instances sur Internet, de préférence. Restreindre l'accès aux seuls IP de confiance, donc gérez vos IP et les accès. Surveillez les journaux pour repérer la création de nouveaux comptes, de comptes administrateurs non autorisés et contrôler la configuration à la recherche des modifications suspectes. La deuxième, qui est une command injection sur Fortinet, elle, du coup, elle permet directement d'exécuter du code sur le système via des requêtes HTTP et des commandes CLI qui ont été spécialement conçues. La différence par rapport à l'ancienne et ce qui fait qu'elle a été considérée comme moins critique, c'est que le prérequis est que l'attaquant doit obligatoirement être authentifié. Par contre, l'exploitation est active, plus de 2000 tentatives qui ont été détectées. Le patch est disponible, sachant que le patch que vous avez cette fois-ci, il est supérieur au patch précédent. Donc il suffit d'appliquer le dernier patch et vous avez les deux vulnérabilités qui sont corrigées. Côté navigateur, on a une 0D donc dans Chrome, donc qui est de type Confusion. Donc elle est présente dans le moteur JavaScript V8. Donc on en parle assez souvent du coup de ce fameux moteur JS V8. Si je dois juste vous dire quelques mots sur l'outil, c'est un moteur qui va compiler du JS en code machine, donc pour faciliter et rendre l'exécution beaucoup plus rapide. Euh, et c'est aussi ce qui va gérer du coup la mémoire donc dans votre navigateur, donc le garbage collector. Voilà, donc on n'a pas plus d'informations sur la vulnérabilité en tant que telle. Ce qu'on a par contre, et ce qui nous intéresse, c'est les versions des correctifs, que ce soit sur Windows, macOS ou Linux. Donc je vous laisse regarder ça. Et on a ensuite, en côté application, une faille sur WhatsApp. Donc j'ai hésité à la mettre dans la partie fuite de données. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été a priori est exploité par un attaquant. C'est ce qui a été identifié par un groupe de recherche. Donc la possibilité d'extraire assez facilement, vous allez le voir, pas loin de 3,5 milliards de numéros de téléphone. Et donc comment faire ça? En fait, vous aviez la possibilité, vous devez le savoir sur votre téléphone, vous pouvez
lorsque vous importez des contacts, voir s'ils disposent ou pas d'un compte WhatsApp. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enregistré un à un tous les numéros de téléphone possibles existants. Ils ont interrogé l'interface web de WhatsApp donc pour voir si, pour pouvoir identifier ensuite lesquels correspondaient à un compte WhatsApp. Et si votre compte était mal sécurisé, vous aviez la possibilité de récupérer déjà la photo de profil, le statut associé, et en plus de pouvoir lier un numéro de téléphone existant avec un compte existant, s'il y en avait un. Et donc ça a permis du coup de récupérer entre autres 54 millions d'utilisateurs, comptes utilisateurs français, donc qui sont inclus du coup dans ces 3,5 milliards de numéros de téléphone. Et ce qui a été reproché, du coup, c'est que le fait qu'il n'y ait aucun mécanisme de rate limit, donc pour limiter le nombre de requêtes euh, par seconde, enfin sur une échelle de temps, sachant que la vulnérabilité avait déjà été remontée à Meta en 2017. Meta avait décidé de rien faire, et donc Meta a enfin agi, donc 8 ans après. Et maintenant, du coup, déjà il y a un rate limit qui a été mis en place. Ce qui est drôle, c'est que Meta, un peu de mauvaise foi, considère que les données récupérées sont des informations publiques basiques. Donc, s'en fout un peu de vos données personnelles. Euh, et voilà, donc ce qu'il est conseillé aussi de faire pour vous, c'est à votre échelle, c'est de configurer votre compte pour n'exposer votre statut et votre photo de profil uniquement à vos contacts. Donc pour s'assurer que ce genre de cas ne puisse plus se reproduire. Donc ensuite, forcément, c'est la dernière vulnérabilité qu'on va aborder sur ce point, et c'est une des plus importantes de cette année, c'est React to Shell. Donc si vous connaissez sûrement Log4Shell, il faut se dire qu'en termes de gravité, on met React to Shell et Log4Shell un peu au même niveau, sachant que le périmètre vulnérable est évidemment pas le même. Donc ici, on parle d'une vulnérabilité dans React et dans Next.js, donc qui permet une exécution de code à distance sans authentification requise. Donc les vulnérabilités ont été identifiées comme étant critiques, donc avec un score CVSS de 10. Donc ça a été découvert dans le protocole Flight de RSC. Et je vous cite, tout framework ou bibliothèque intégrant l'implémentation React Server est susceptible d'être affecté. Donc on parle quand même de 39% des environnements cloud aujourd'hui qui contiennent une instance vulnérable. Donc source Wiz Research. Si je devais juste en une ligne un peu vous expliquer l'exploitation, c'est basé sur sur une mauvaise validation des entrées des utilisateurs. Donc une exploitation qui est surtout basée sur des contrôles clients React, donc du coup qui deviennent contournables et qui permettent un envoi de requêtes API manipulé directement au back, ce qui permet du coup l'exécution de code à distance. Et donc en termes de versions vulnérables, donc pour React Server Components, on parle des versions 19, 19.1.0 et 19.1.1 et 19.2.0. Et pour Next.js, toutes les versions supérieures ou égales à 15 et 16 et 14.3.0-canary.77. Donc la seule recommandation, patcher. Donc voilà pour les failles. On va plutôt maintenant se concentrer sur la partie événements. Et on commence. Côté piratage avec SmartTube, qui est une application spécifique pour les Android TV, il y a une mise à jour suspecte qui a été d'ailleurs bloquée et considérée comme étant malveillante par Google Play Store. Donc en fait, il faut savoir c'est que les clés de signature du développeur avaient été volées et du coup il avait révoqué les clés. C'est pour ça que la mise à jour a été refusée. Après analyse du coup de la dernière version qui a été envoyée, donc la 30.51, il y a eu la mise en évidence d'une librairie qui était inhabituelle, la lib alpha sdk.so, donc qui, selon les analyses, c'est une librairie qui tourne en tâche de fond, qui collecte des informations sur le terminal et l'enregistre auprès d'un serveur distant et transmet ensuite régulièrement des informations des métriques via un canal chiffré. Donc
pas de comportement totalement anormal. Ça peut être un comportement qui soit normal pour faire de la récupération d'informations pour savoir l'état. Ben, ça dépend, on n'a pas plus d'informations sur quel type de métrique il va récupérer, typiquement. Après, le développeur a annoncé qu'il allait repartir sur une nouvelle application. Donc l'ancienne allait toujours rester valide sur le store, mais il n'y aurait plus de mise à jour. Et sa recommandation, c'est d'utiliser une version qui ne remonte pas d'alerte côté Google. Donc actuellement plutôt la V30.19, de désactiver les mises à jour automatiques et de changer le mot de passe de Google parce qu'on ne sait jamais. Côté Eurofiber, l'entreprise qui gère toute la fibre, notamment en Europe, donc là la partie France qui a son système qui est compromis, donc l'outil de ticketing, qui est utilisé notamment par des grands géants du business comme Orange, Thales, SNCF ou d'autres. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une intrusion le 13 novembre par le hacker Byte2Breach. Il revendique avoir mis la main sur les informations de plus de 10 000 entreprises, dont certaines très sensibles, et notamment avec des informations comme des configurations VPN, des mots de passe, des captures d'écran de système interne, du code source, des certificats numériques et même des sauvegardes SQL. Donc des données très 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 sensibles. La rançon a été demandée pour non-divulgation. Ah, une petite erreur, pour non-divulgation, pardon. Donc la vulnérabilité a été évidemment immédiatement corrigée de leur côté. Selon eux, pas de données confidentielles exportées. Mais bon, vu qu'il y avait quand même une demande de rançon et que le côté du hacker, il dit qu'il a pu récupérer des choses confidentielles, l'affaire est à suivre. Toujours dans les affaires à suivre aussi, logiciel médical Weda, qui est utilisé par les professionnels de santé. La plateforme a été suspendue suite à une intrusion détectée le 10 novembre. Donc la brèche a été colmatée et la sécurité est actuellement renforcée. On a peu d'informations actuellement sur une potentielle fuite de données, mais par contre, si fuite de données avérée, on peut se retrouver avec des dossiers médicaux des patients, des données de paiement, des cartes vitales et d'autres données sensibles sur le net. Donc pareil, affaire à suivre. Maintenant, on va passer à la partie fuite de données, donc vol d'informations chez Logitech. Donc là, c'était une vulnérabilité qui est exploitée sur les serveurs Oracle qui contenait la suite e-business. Donc c'est une vulnérabilité qui a été patchée en été, sauf que l'export des données avait déjà eu lieu. Selon Logitech, il n'y a pas de données personnelles, donc ça contiendrait potentiellement juste des données internes de clients, de fournisseurs et de collaborateurs, mais pas des données personnelles. Selon Clop, par contre, qui est l'attaquant, donc c'est un groupe de pirates qui est spécialisé d'ailleurs dans les attaques plutôt par ransomware. Eux, de leur côté, ils ont récupéré 1,8 Tera de données exportées. Et actuellement, Logitech, enfin, selon les dernières informations, Logitech a refusé de céder au chantage de payer. Données des licenciés volés chez la FFF, donc la Fédération Française de Football. Il y a eu compromission d'un compte d'un agent. Ça a permis aux pirates de se connecter au logiciel de gestion administrative et de récupérer les données. Donc côté FFF, ils ont pris des mesures en désactivant immédiatement le compte qui était compromis et ils ont réinitialisé tous les mots de passe des comptes utilisateurs. Dans les types de données volées, on retrouve nom, prénom, genre, date et lieu de naissance, nationalité, adresse postale, mail, numéro de téléphone et notamment numéro de licencié. Il y a eu un mail qui est envoyé aux personnes concernées qui indiquait que notamment que l'intrusion avait lieu le 20 novembre. OpenAI et son prestataire Mixpanel, donc certains ont peut-être entendu parler parce qu'ils utilisent OpenAI. Donc le prestataire Mixpanel il permet de collecter et d'analyser les interactions des utilisateurs avec l'interface principale de l'API. Donc il y a eu un smishing le 9 novembre qui a permis de faire de la récupération d'informations, notamment tout ce qui est mail, localisation, OS et identifiant utilisateur. Côté ChatGPT, OpenAI, il n'y a pas eu de système compromis, pas de mot de passe ou de clé API qui était compromis. Immédiatement, il y a eu fin de contrat avec le fournisseur. Ils ont bien précisé aussi avec cette fin de contrat qu'aucune information de type discussion que les clients pouvaient avoir avec les outils n'avait été divulguée. Et actuellement, chez Mixpanel, ils sont en train de renforcer activement leur sécurité. Côté France Travail, donc une fuite de données concernant pas loin de 1,6 million donc de données concernant des jeunes suivis par le réseau des missions locales. Donc juste, enfin, vous le savez sûrement, hein, donc France Travail et les missions locales, ils coopèrent ensemble donc pour accompagner les jeunes donc entre 16 et 25 ans donc vers leurs premiers emplois. Et donc c'est
un gros sujet, de manière générale, mais encore plus parce qu'on parle de jeunes personnes. Dans les données, on retrouve des noms, des prénoms, des identifiants France Travail, des adresses mail, donc les adresses postales, des numéros de téléphone. Bon, confirmation que a priori aucun mot de passe ni coordonnées bancaires sont concernés par la fuite de données. Et concernant la potentielle origine, bon, j'ai potentiel, mais ça a été confirmé. On parle d'une compromission du compte d'un des responsables gestion de compte, donc d'une mission locale particulier, qui, qui a perdu ses accès. Donc ça, on n'a pas forcément plus d'infos sur cette partie-là. Mais donc on parle d'une personne qui est responsable des demandes d'habilitation au système d'information de France Travail. Et donc forcément, il dispose d'accès légèrement supérieur au reste de l'équipe. Donc ce qui a fait de lui une cible un peu prioritaire. Et donc ce qui se confirme avec l'événement que je viens de vous présenter. L'événement que je viens de vous présenter. Ensuite, dans les dernières fuites de données, on a un employé chez CrowdStrike, donc un peu trop bavard. Donc, il a eu une proposition pour 25 000 dollars d'envoyer des captures d'écran des systèmes internes, donc en fait de son laptop, donc au collectif Scattered Lapsus Hunters. Il aurait également fourni des cookies SSO, donc, qui ont été révoqués entre-temps évidemment par CrowdStrike. L'employé, donc, pour la petite conclusion, forcément a été licencié. Les autorités compétentes qui ont repris l'affaire sur ce sujet. Et ce que je vous rappelle, c'est que quand on parle de menaces, on ne parle pas forcément extérieures à l'entreprise, mais on peut aussi parler de menaces intérieures. Donc, est-ce que vous êtes sûr que pour ce type de somme, aucun de vos collaborateurs reproduirait le schéma, donc menace à identifier, notamment dans votre appréciation des risques? Service page emploi de l'URSSAF. Donc, le service page emploi qui est utilisé notamment par les parents pour la rémunération d'une assistante maternelle ou pour la garde des enfants à domicile. Donc, il y a eu une cyberattaque qui a été détectée le 14 novembre avec 1,2 million de données de salariés. Donc, dans les informations qui ont été divulguées, c'est nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, numéro de sécurité sociale, nom de l'établissement bancaire, oui, et numéro page emploi et numéro d'agrément. Alors, le numéro d'agrément, c'est une information qui est censée être confidentielle, enfin qui est confidentielle, et qui permet d'identifier chaque assistante maternelle. Heureusement, on n'a pas de mail, pas d'IBAN, ni numéro de téléphone et aucun mot de passe. Dernière fuite de données, donc le crise chez Leroy Merlin. Donc il y a eu un peu d'informations, c'est juste un message qui a été reçu des clients indiquant une fuite de données. Donc les fuites de données sur peu d'informations critiques, donc juste nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale, date de naissance et les informations liées à les cartes de fidélité, au programme de fidélité. Côté Leroy Merlin, eux, ils ont évidemment déposé une plainte et donné les informations de ce qui s'était passé auprès de la CNIL. Affaire à suivre éventuellement. Pour le coup, on n'a pas plus d'informations actuellement. Donc on a un sujet de panne donc, qui est revenu, on en parlera juste après. Donc Cloudflare qui est tombé donc à 11h20 UTC. Bon, j'ai pas mis la date et je m'en souviens pas. Le 18 novembre, c'est écrit dans le lien, donc qui est tombé à 11h20 heure UTC, enfin créneau UTC. Défaillance majeure de transmission du trafic principal, donc ce qui a commencé à éveiller les soupçons. La cause, donc on parlerait d'un bug donc, dans la logique de génération d'un fichier de configuration du module bot management. Bug qui s'est répliqué du coup sur une grosse partie des proxys donc gérés par Cloudflare, ce qui a eu pour conséquence de faire tomber une grosse partie des accès vers là, je vous mets un chiffre, 20% des principaux services web d'Internet, entre autres, parce que là, on se concentre sur les plus importants, mais le périmètre est beaucoup plus large.
Sachant que pour revenir au bug, le fichier, le fichier de configuration était devenu beaucoup trop volumineux, donc il a doublé de taille donc, par rapport au max de taille attendu, ce qui a eu pour conséquence forcément de faire planter le système. Sachant que on parle aussi des services internes de Cloudflare qui ont été impactés, donc notamment, c'est ce qu'ils disent dans leur blog, leur tableau de bord, l'authentification via Turnstile, leurs workers, etc. Le rétablissement s'est fait à 17h06, donc on a environ 6 heures d'indisponibilité, sachant que c'est un sujet qui s'est reproduit hier, mais pas pour les mêmes raisons. Ils ont essayé du coup de patcher dans leur WAF, leur Web Applicative Firewall, la fameuse vulnérabilité sur React2Shell, ce qui a eu pour conséquence de faire cracher une grosse partie de leurs anciens proxys, ce qui a eu du coup pour conséquence de faire tomber juste une partie de leur machine, enfin des machines qui protègent en middle. Mais ce qui est quand même un sujet, et donc, je crois que l'interruption a duré 20 minutes. Bon, ce qui soulève quand même certaines questions en se disant que peut-être qu'on dépend trop des CDN, et notamment de Cloudflare, sur ces sujets-là, sachant qu'on qu'on leur dédie du coup la sécurité, l'anti-DDoS, la partie CDN, et en plus la partie résolveur DNS, si vraiment on se concentre sur tout le périmètre, sur tous les services qu'ils proposent. Donc à voir les discussions qui vont en découler dans le futur proche. En termes de publication, une nouvelle version du Top 10 de l'OWASP donc, qui est sortie, donc la version 2025. Donc pour rappel, il y a une nouvelle version qui sort tous les 3-4 ans. Donc quand on parle du Top 10 de l'OWASP, on parle du consensus, donc du top vulnérabilité web, donc les plus critiques et celles qui reviennent le plus, donc notamment lors de tests automatiques ou de tests d'intrusion. Donc vous avez un échantillon assez conséquent donc de rapports qui sont extraits et qui sont évalués lors justement de ce consensus. Et donc ce qui permet d'en déduire le top 10. Donc s'il faut juste vous parler donc, de quelques mots sur les changements entre la version 2021 et la 2025, donc les SSRF, Server-Side Request Forgery, donc qui sont maintenant intégrés dans la catégorie Broken Access Control. Et donc deux nouvelles catégories qui apparaissent. On a les mislanding of exceptional conditions. Donc traduit en français, ça donnerait mauvaise gestion des conditions exceptionnelles ou gestion incorrecte des erreurs. Et donc là, on retrouve tout ce qui est vulnérabilité liée à des timeouts mal gérés, défaut de nettoyage après exception, des chaînes d'erreurs en cascade et ce type de choses. Et le dernier sujet qui va forcément parler à tout le monde, c'est Software Supply Chain Failures ou défaillance de la chaîne logistique logicielle. Et donc là, c'est tout ce qui est pipeline CI/CD non sécurisé, des packages non vérifiés, des attaques par typo squatting, etc. Voilà. Et un petit outil donc, que je vous ai mis, qui mange pas de pain et qui est assez intéressant, donc vous l'avez peut-être vu circuler un peu sur LinkedIn, Greynoise IP Check, donc, qui est un outil proposé pour identifier si une adresse IP est malveillante ou pas. Donc en fait, ce Greynoise dispose de pas mal de sondes présentes un peu partout sur Internet qui permettent de remonter un certain nombre de métriques et ce qui vous permet plus précisément d'identifier si une IP est identifiée comme venant d'un service inoffensif, si elle est liée à un terminal compromis, si elle est liée du coup à une campagne de reconnaissance actif ou à des bots ou à des services de scrapping. Et donc cette vérification dure quelques secondes et ça vous permet même d'afficher une chronologie pour cette adresse IP qui est réalisée sur 90 jours.
Donc ce qui peut être assez intéressant pour la partie SOC. Donc voilà un peu pour les gros événements. Côté business et politique, on va juste parler d'un item. On va parler de Digital Omnibus. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Marc-Antoine Ledieu notre avocat préféré en a parlé, enfin a évoqué ce sujet sur son LinkedIn. Donc pour ça que je le cite. C'est une proposition en fait de réforme qui est sortie sur le site de l'UE le 19 novembre 2025. Donc le sujet de cette proposition de réforme, c'est du coup d'impacter directement le RGPD, NIS 2, DORA, EDAS de version 2, EA Act, etc., Data Act et j'en passe. Et donc en gros, vous avez deux nouveaux volets qui apparaissent. Le premier, c'est tout ce qui est data numérique. Et donc, l'intérêt, c'est par exemple de penser la notification des incidents cyber en centralisant du coup la notification vers un seul et même point d'entrée unique, d'alléger tout ce qui est process administratif. Donc là, je vous le dis, allègement de certaines obligations jugées trop lourdes pour les entreprises, harmoniser les différentes mesures qu'on peut retrouver un peu partout, dispersées dans plusieurs textes, de revoir tout ce qui est règles, donc liées aux données, à la vie privée et de manière générale à la cybersécurité. Donc on parle quand même pour certains de textes qui ont pas mal d'années, donc l'intérêt c'était de revoir ça et s'assurer qu'il y ait toujours une pertinence dans les mesures, dans les exigences et mesures demandées. Et un nouveau volet, donc qui est lui parle d'IA, enfin se focus plus sur la partie IA, et donc c'est des ajustements donc, liés justement à la mise en œuvre du AI Act, toujours une réduction des charges administratives et clarification pour les développeurs et les utilisateurs d'intelligence artificielle. Donc voilà, je vous redirige vers le site ledieu-avocat.fr si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce sujet. Donc on va parler un peu conférences. Donc conférences qui sont passées, l'European Cyber Week, donc qui a eu lieu à Rennes, le GREAC à Grenoble, la Trustech à Paris, et du coup, juste pour toucher quelques mots, du coup, sur la version donc 2026 de la JSSI, qui aura lieu le 10 mars à Paris, donc qui aura pour sujet principal tout ce qui touche à la supply chain. Donc le sujet, la supply chain, maillon faible de la cyber. Donc les appels à communication sont ouverts, donc n'hésitez pas à proposer quelque chose que vous pourriez présenter du coup ce 10 mars. Euh, voilà. Et on termine comme d'habitude avec des points divers et des points trolls. Alors, le premier, je vous avoue que je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Donc, l'ISR, donc l'International Association for Cryptology Research, qui est une organisation non gouvernementale internationale qui a été fondée en 1982, qui travaille sur toute la partie recherche et approfondissement de la cryptographie. Il faut savoir, c'est qu'ils ont perdu la clé de déchiffrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment ça fonctionne? En gros, chaque année, ou je ne sais plus exactement tous les combien de temps, ils font des élections pour les dirigeants. Pour élire les dirigeants, ça se fait sur un scrutin numérique à bulletin secret. Et pour savoir les informations, ils ont besoin de trois clés de déchiffrement qui sont remises à des personnes spécifiques. Le souci, c'est qu'une des trois personnes a perdu sa clé de déchiffrement. Et donc les élections ont été impossibles de trouver. Les élections ont été annulées. Du coup, les nouvelles élections ont été définies pour le 20 décembre. Ils ont mettre en place un nouveau procédé pour pouvoir justement gérer ce genre de situation. Mais c'est assez cocasse quand même. Vengeance et reset de mot de passe. La licenciement d'un employé en 2021. L'employé est revenu pour se venger, donc il a usurpé l'identité d'un autre employé afin d'obtenir des nouveaux identifiants de connexion.
Il s'est ensuite connecté au système, il a exécuté un script shell sur tout le système et il a réinitialisé tous les mots de passe de l'infrastructure. Donc on parle de plus de 1500 mots de passe. Donc, pour rappel, les risques suite à ce genre d'attaque, on va jusqu'à 10 ans de prison avec amende maximum de 250 000 dollars, pardon, pour de la fraude informatique. Donc les deux derniers sujets, donc le premier, OnePassword et Bitwarden qui sont maintenant intégrés à Windows 11. Donc le but du coup c'est de faciliter tout ce qui est stockage des clés d'accès des applications et de manière sécurisée en plus. Ce qui est quand même intéressant pour nous. Donc comment vous pouvez du coup accéder à ces nouvelles fonctionnalités donc dans vos paramètres Windows, partie compte, clé d'accès, options avancées. Donc vous avez OnePassword qui est déjà proposé. Pour Bitwarden, actuellement c'est uniquement proposé en version bêta. Mais bon, ça devrait du coup être proposé nativement dans pas très longtemps. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle du coup pour se rapprocher de l'ère des clés d'accès et arrêter du coup d'utiliser donc des mots de passe faibles qui peuvent facilement aujourd'hui se faire intercepter ou se faire récupérer. Et dernier point, qui vont peut-être en faire sourire certains, donc la fin de KMS, peut-être, et ben en fait non, parce que du coup, bon, je ne vais pas vous spoiler, on en parle juste après. Donc juste pour rappel, qu'est-ce qu'une licence KMS? C'est un mode d'activation de volume Windows où du coup vous n'allez pas directement vous authentifier auprès de Microsoft, mais du coup auprès donc d'un serveur KMS. Donc vous allez régulièrement interroger le serveur KMS, ce qui vous permet, surtout si vous disposez d'un parc un parc informatique assez conséquent, donc de pouvoir gérer assez facilement les activations donc de vos machines. KMS, c'est donc une méthode qui est assez ancienne et donc qui était par exemple utilisée, donc que vous avez peut-être utilisé pour l'activation de votre Windows, mais aussi de votre Office, donc de votre licence Office. Ça a été désactivé par Microsoft donc via la mise à jour KB 50 68 861 donc pour les Windows 11 24H2 et 25H2. Donc, est-ce qu'on parle vraiment de fin de KMS? Non, parce qu'en fait, c'est la fin de KMS 38, donc qui, elle, du coup, est liée à l'activation offline. Et donc, comment, du coup, Microsoft a pu désactiver KMS 38? En fait, ils ont supprimé l'outil GetRoState, donc qui était encore présent aujourd'hui sur vos machines Windows. Cet outil était initialement destiné à aider à la migration des licences KMS, mais forcément, son usage a été détourné pour vous aider à activer des licences jusqu'à 2038. Et donc forcément, en supprimant l'outil, bah, vous rendez la technique obsolète. Et donc Massgrave a répondu du coup avec une version 3.8 de l'outil, donc qui a été nommé RIP KMS 38. Et donc juste quelques mots sur Massgrave. Donc c'est un collectif anonyme en ligne qui est assez connu pour diffuser du coup des outils, mais également des guides qui sont pas officiels, donc évidemment pas validés par Microsoft et qui visent à activer illégalement ces produits. Et donc dans cette version de l'outil, ils ont intégré de nouvelles techniques, donc HWID et TS Force. Et donc la seule faiblesse du coup de ces nouvelles techniques, c'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire maintenant d'avoir une connexion Internet parce qu'il faut que vous puissiez interroger les serveurs Microsoft. Donc ce qui perd en pertinence par rapport à l'activation offline que proposait KMS 38. Voilà, c'est terminé pour les points.
Donc c'était la dernière revue du coup de cette année 2025. La prochaine du coup étant mardi 13 janvier 2026. Donc vous avez toujours les replays disponibles sur YouTube et les slides sur ocir.org. Puis juste en enfin, pour les derniers mots, du coup on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches et commencez bien la nouvelle année.